c'est la raison pour laquelle je parle ici d'un véritable échec diplomatique européen. Il s'agit incontestablement d'un échec de la France. Monsieur Macron n'a pas réussi à convaincre ses partenaires historiques au sein de l'Union européenne. Vous savez, on a l'habitude, lorsqu'on parle de diplomatie et d'affaires importantes au sein de l'Union européenne, on a l'habitude de parler des pays fondateurs, notamment de la France, de l'Allemagne et de l'Italie, qui sont les trois pays aux côtés des trois autres pays du Benelux à avoir créé ce qu'on appelait à l'époque la communauté européenne. Et de ce point de vue, on s'attend en général dans les chancelleries à ce que les grandes décisions diplomatiques de l'Union européenne soient coordonnées entre les pays fondateurs, notamment ces trois grands pays. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Daniel Saada. Daniel, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Daniel. Merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes ancien ambassadeur d'Israël à Paris et je voudrais que l'on revienne avec vous, bien entendu, sur ce qui risque d'être probablement l'événement de la semaine, au moins sur le plan diplomatique, à savoir l'annonce probablement demain soir par le président français Emmanuel Macron dans le cadre de l'Assemblée générale des Nations Unies d'une reconnaissance d'un État palestinien. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner peut-être des éléments et nous dire à votre avis, est-ce qu'il va, parce que c'est une question que l'on se pose ces derniers jours, est-ce que le président français va, à votre avis, conditionner cette reconnaissance par des développements qui pourraient intervenir, comme par exemple, a-t-il dit, la libération des otages ou le désarmement du Hamas? Je ne sais pas s'il va le faire. Il avait annoncé au début de l'année 2025, lorsqu'il avait évoqué pour la première fois son intention de la reconnaissance d'un État palestinien, il avait évoqué un certain nombre de conditions, dont celles que vous venez de citer, la libération des otages, la reddition du Hamas, des règles de bonne gouvernance au sein de l'autorité palestinienne, une réforme complète de cette autorité, des élections, la condamnation du 7 octobre et la condamnation du terrorisme par l'autorité palestinienne, que je rappelle, je crois qu'il est important de le rappeler, qu'il n'a été obtenu que lorsque le président Macron a évoqué cette possible reconnaissance d'un État palestinien et qu'il brandit aujourd'hui comme étant une des principales avancées qu'il a obtenues. Vous imaginez ce que cela représente? Ça veut dire que M. Abou Mazen, président de l'autorité palestinienne, a refusé pendant presque 2 ans de condamner les attaques du 7 octobre, a refusé de les considérer comme une attaque terroriste. Il a fallu que ce soit le président français, M. Macron, qui vienne à sa rescousse en lui promettant cette merveilleuse carotte de la reconnaissance d'un État palestinien pour que M. Mazen accepte de condamner les attaques du 7 octobre. Nous sommes vraiment dans le théâtre de l'absurde. Alors oui, dans le théâtre de l'absurde, vous avez une idée de ce qui explique, à votre avis, de votre connaissance, de vos fréquentations avec les autorités françaises lorsque vous étiez ambassadeur d'Israël. Vous pouvez essayer de nous expliquer d'où vient cette complaisance, on va dire, de la France envers le dossier palestinien en général? Je crois que j'ai déjà eu l'occasion, sur votre antenne, Daniel, de rappeler que ce n'est pas une véritable nouveauté. Grosso modo, depuis le général de Gaulle en 1967, la France s'est saisie du dossier palestinien comme un véritable atout dans son jeu au Proche-Orient. Dans cette partie de poker permanente que représente la situation très complexe du Proche-Orient, la France a décidé de se saisir de cette carte, la carte palestinienne, comme un joker, pour lui permettre à chaque moment, à chaque instant, d'exister comme l'une des grandes puissances. Donc à l'époque, en 1967, nous étions dans ce qu'on appelait à l'époque le jeu des deux grands blocs, le monde bipolaire divisé entre l'Union soviétique et les États-Unis d'Amérique. Donc la France, grâce à la carte palestinienne, a réussi à plusieurs reprises à exister diplomatiquement grâce à cette carte. Je rappelle que en 1969, pour la première fois, le premier ambassadeur occidental qui a rencontré un cadre de l'OLP, c'était l'ambassadeur de France à Beyrouth en 1969. En 1974, le premier ministre des Affaires étrangères européen et occidental a rencontré Yasser Arafat. C'était Sauvagnargues, le ministre français des Affaires étrangères.
Le premier pays d'Europe à avoir accueilli et ouvert officiellement un bureau de l'OLP à Paris, c'était Monsieur Giscard d'Estaing en 1976 à Paris, etc., etc., etc. Je rappelle que Monsieur Arafat est arrivé à Paris, Yasser Arafat est arrivé à Paris, premier président en exercice à avoir accueilli sur le sol européen Arafat, c'était Mitterrand en 1988. Il y a ainsi une liste très longue de ces primeurs diplomatiques accordés aux Palestiniens par la France, qui, grâce à cet activisme, lui a permis d'exister diplomatiquement. Ça a été le cas également pour la plupart des présidents de la Ve République, et M. Macron ici fait honneur en fin de compte à ses prédécesseurs en se saisissant à nouveau de la question palestinienne pour essayer d'exister diplomatiquement sur la carte diplomatique. C'est un beau succès pour la France, puisque grâce à l'initiative de M. Macron, il aura réussi à entraîner derrière lui les plus petits pays de l'Union européenne. Voilà, justement. Alors c'est justement Andorre, Saint-Marin, Malte. Je félicite M. Macron, c'est une très belle réussite diplomatique. Oui, alors justement, on mesure votre ton acerbe à ce sujet. Justement, j'allais vous poser la question. À votre avis, est-ce que c'est une réussite sur le plan diplomatique ou au contraire, finalement, les grands pays comme l'Italie, comme l'Allemagne, eh bien, n'ont pas adhéré au projet de la France et se démarquent. Et d'une certaine manière, on voit très clairement, de plus en plus clairement en Europe, deux camps se former pour ou contre la reconnaissance d'un État palestinien et peut-être aussi pour ou contre l'État d'Israël tel qu'il réagit aujourd'hui dans la guerre contre le Hamas. Oui, vous avez décelé dans mon ton l'ironie que j'essayais d'exprimer. Votre question est tout à fait juste. Vous savez, la France est aujourd'hui, depuis le Brexit, depuis la sortie de l'Angleterre de l'Union européenne, la France est le seul pays membre permanent du Conseil de sécurité au sein de l'Union européenne. Et à ce titre, M. Macron l'interprète, puisque c'est sous sa présidence que le Brexit a eu lieu, je crois que M. Macron l'interprète comme étant une sorte de primauté au sein de l'Union européenne sur tous les autres pays. Et c'est la raison pour laquelle je parle ici d'un véritable échec diplomatique européen. Il s'agit incontestablement d'un échec de la France. Monsieur Macron n'a pas réussi à convaincre ses partenaires historiques au sein de l'Union européenne. Vous savez, on a l'habitude, lorsqu'on parle de diplomatie et d'affaires importantes au sein de l'Union européenne, on a l'habitude de parler des pays fondateurs, notamment de la France, de l'Allemagne et de l'Italie, qui sont les trois pays aux côtés des trois autres pays du Benelux à avoir créé ce qu'on appelait à l'époque la communauté européenne. Et de ce point de vue, on s'attend en général dans les chancelleries à ce que les grandes décisions diplomatiques de l'Union européenne soient coordonnées entre les pays fondateurs, notamment ces trois grands pays. Et de ce point de vue, vous avez tout à fait raison, Daniel, de rappeler que ni l'Allemagne ni l'Italie n'ont joint l'initiative française. Et de ce point de vue, c'est véritablement un échec diplomatique européen que M. Macron doit endosser. Alors, je vous avais déjà posé la question il y a de cela quelques semaines, lorsque l'information s'est confirmée, mais je vais la reposer peut-être par rapport aux développements intervenus. Comment Israël doit réagir? Je lis la presse israélienne de ce matin. Certains disent, eh bien, il faut envisager, par exemple, l'annexion, même partielle, de la vallée du Jourdain. D'autres disent, eh bien, peut-être que l'État d'Israël peut reprendre le contrôle d'un des lieux vous savez, de domaine français à l'intérieur de Jérusalem. Certains parlent même du tombeau des rois qui est en litige aujourd'hui avec le gouvernement français. Vous avez une idée d'une réaction qui serait à la fois efficace et, on va dire, durable? Alors, je ne sais pas s'il existe des réactions efficaces et durables, pour reprendre vos termes, mais je crois qu'incontestablement, il faut réagir. Cet acte n'est pas un acte dirigé vers les Palestiniens. Ce n'est pas un acte qui est dirigé pour soutenir la cause palestinienne, parce que vous le savez, dans les faits, cet État est virtuel. Dans les faits, rien ne va changer pour les Palestiniens, strictement rien. Par contre, cet acte est avant tout un acte anti-israélien. C'est comme ça que je l'analyse. C'est un acte de punition vis-à-vis d'Israël, beaucoup plus que c'est un acte de soutien pour la cause palestinienne. Et je crois que M. Macron en est extrêmement conscient et j'ai presque envie de dire convaincu. J'ai écouté avec beaucoup d'attention son interview
à la chaîne 12 israélienne, à Yonit Levy. Et j'ai bien senti l'animosité qu'il essayait d'exprimer, à la fois vis-à-vis du Premier ministre Netanyahou, mais aussi vis-à-vis de l'ensemble des positions israéliennes, en étant d'une incohérence totale dans chacun de ses propos. Il dit affirmer son soutien à Israël, mais reconnaît de l'autre côté la nécessité de sanctions. Il dit comprendre et légitimer le droit d'Israël à se défendre, mais l'accuse automatiquement et systématiquement de violer le droit international, etc., etc., etc. Cette reconnaissance de la Palestine ne va strictement rien changer pour les Palestiniens. Par contre, elle va provoquer de graves dégâts diplomatiques pour Israël, puisque vous le savez, à partir du moment où la Palestine est reconnue comme un État par un nombre de plus en plus important de pays, d'institutions internationales, eh bien cela les conforte dans leurs actions judiciaires internationales, comme celles qu'ils ont entamées auprès de la Cour pénale internationale, notamment. Donc, incontestablement, il s'agit beaucoup plus d'une sanction pour Israël que d'un soutien aux Palestiniens. Et de ce point de vue-là, je crois qu'Israël doit et a le droit de répondre avec toute la fermeté nécessaire à cet acte inamical de la France vis-à-vis d'Israël. Alors, je voudrais revenir à l'Europe parce qu'on a vu Ursula von der Leyen faire un discours, on va dire, assez hostile à l'État d'Israël il y a une dizaine de jours. On voit que l'Union européenne tente de mobiliser une sorte de front anti-israélien pour essayer d'imposer des sanctions diverses. Vous avez le sentiment qu'une telle initiative peut marcher, ou finalement le front pro-israélien dont on parlait avec l'Italie, avec l'Allemagne, avec d'autres pays, la Hongrie, la Tchéquie, peut faire face et va empêcher toutes ces sanctions potentielles? Je suis inquiet, je ne veux pas vous cacher mon inquiétude. Certes, pour l'instant, les initiatives anti-israéliennes sont bloquées par les statuts mêmes de l'Union européenne, puisque un certain nombre de ces sanctions nécessitent le consensus, et vous avez raison de rappeler que pour l'instant, Dieu merci, nous avons encore un certain nombre de soutiens au sein de l'Union européenne. Mais vous savez, tout est possible. Hein. Le long de ma carrière diplomatique, j'ai assisté à bien des bouleversements lorsque, par exemple, on a changé les règles dès qu'il s'agissait d'Israël. Je me souviens, il y a quelques années, lorsque j'étais en poste en Belgique et qu'une procédure judiciaire était en vigueur à l'époque contre le Premier ministre Ariel Sharon, et que nous avions réussi à prouver que la loi belge empêchait cette procédure, eh bien, le Parlement belge a tout simplement changé la loi pour permettre la poursuite de cette procédure. Donc malheureusement, je suis beaucoup trop expérimenté et assisté à beaucoup trop de bouleversements lorsqu'il s'agit d'Israël pour ne pas être inquiet. Je crains que l'Union européenne ne change ses statuts, ne change ses règles internes pour pouvoir malgré tout, malgré l'opposition des pays que vous avez cités, de la Tchéquie, de la Hongrie, de la Roumanie, de l'Allemagne et de l'Italie, eh bien, change ses règles pour essayer malgré tout d'appliquer des sanctions contre Israël. Mais nous ferons front et nous savons également réagir. Nous ferons tout ce que nous pouvons pour essayer d'empêcher ces sanctions de pouvoir prendre place. Alors, je voudrais vous poser une dernière question qui nous sort, on va dire, du contexte français et européen, pour avoir votre appréciation sur un développement diplomatique important qui s'est produit la semaine dernière. Et je voudrais avoir votre appréciation. Il y a eu ce sommet à Doha, une sorte de grande mobilisation pan-arabe pour soutenir le Qatar après, on va dire, l'opération israélienne contre la direction du Hamas. Et puis, on voit finalement qu'il y a une résolution qui est plutôt déclarative, sans effet immédiat ou sans effet même contre l'État d'Israël. Vous pensez que le monde arabo-musulman en général, et plus spécifiquement, on va dire, les pays du Golfe Persique, sont allés à Doha pour s'acquitter de leurs tâches, pour faire montre d'une solidarité avec le Qatar, mais que finalement, pour eux, ils sont conscients que la puissance régionale ici, c'est l'État d'Israël, et qu'ils ne veulent pas ébranler de possibles relations, de possibles développements, les accords d'Abraham, etc. Incontestablement, il y a le déclaratif et il y a le réel. Et vous avez encore une fois raison, Daniel, de rappeler que dans les faits, cette résolution de Doha reste sans aucune conséquence, ni pour Israël, ni pour le reste des pays qui s'étaient engagés dans le cadre de ce qu'on appelle les accords d'Abraham, dont je rappelle d'ailleurs que lors de la seconde intifada en 2000,
la plupart des pays arabes, notamment des pays du Golfe, qui avaient entamé un certain nombre de relations avec Israël à la faveur des accords d'Oslo en 1994 et 1995, avaient en 24 heures rompu leurs relations avec Israël. 24 heures, il avait fallu. Les observateurs conviennent que le 27 septembre 2000 était le début de la seconde intifada. Le 28 septembre au matin, les diplomates israéliens en poste à Tunis, à Rabat au Maroc, au Qatar, à Oman, etc., ont été déclarés persona non grata et ces relations ont été coupées. Ce n'est pas le cas. Cela fait 2 ans depuis le 7 octobre, bientôt 2 ans, que nous sommes engagés dans cette guerre difficile vis-à-vis du Hamas, avec toute la critique internationale que nous connaissons. Eh bien, les pays qui s'étaient engagés dans les accords d'Abraham, je pense évidemment aux Émirats arabes unis, à Dubaï, je pense à Bahreïn, je pense au Maroc, continuent d'entretenir avec nous des relations extrêmement étroites. Donc, c'est un fait que les accords d'Abraham sont solides, ils sont ancrés dans la réalité de cette région, une réalité qui a été métamorphosée depuis le 7 octobre. Le Liban d'aujourd'hui n'est pas le Liban du 7 octobre. La Syrie d'aujourd'hui n'est pas la Syrie de la veille du 7 octobre. L'Iran d'aujourd'hui n'est pas l'Iran de la veille du 7 octobre. Je crois que ce sont également ces leçons qui ont été retenues par les protagonistes à Doha. On sait qu'aujourd'hui, la puissance régionale, c'est bel et bien Israël. Et il faut composer et faire avec. Eh bien, Daniel Saada, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur Radio Kalita. Vous êtes l'un des derniers intervenants dans notre émission avant le début de Rosh Hashanah. Cela nous permet de vous souhaiter Shana Tova, une bonne année, une année diplomatique, on l'espère, plus sereine que celle qui est en train de se terminer en tout cas. Merci beaucoup, Daniel, d'avoir accepté de répondre à nos questions et de le faire régulièrement sur les ondes de Radio Kalita. Shana Tova à tous les auditeurs de Kalita.